Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 16. Je ne suis pas romancier. Je ne fabrique pas du vrai à partir du faux. Je ne sais pas faire ce genre de truc. Aucun talent, je l'avoue. Je le regrette parfois. Mais je m'ennuie tout de suite si je m'y essaie. Je n'y crois pas moi-même tellement je sais que je m'invente tout sur la page. Et que tout soit faux par ma faute, cela m'attriste. Que tout vienne de moi, c'est trop d'ego, j'allais dire de responsabilité. Question de disposition d'esprit. Question de timing aussi. Le roman tire, à l'origine, son prestige d'offrir un moyen d'évasion à l'ennui de vivre dans des temps qui semblaient si lents et cadenassés que rien ne paraissait pouvoir se passer d'excitant dans l'existence en général, et dans la sienne en particulier. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, où chaque instant réserve un frisson, une horreur, un scandale, un rebondissement fabuleux, donnant l'impression qu'il se passe énormément plus de choses dans la réalité vécue que dans la moindre fiction. Comme disait l'autre, une femme interviewée le soir des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qu'est-ce qui se passe? On va au cinéma et quand on en ressort, tout a changé. Sans compter que les romans sont aussi nés de la nécessité de dissimuler sa pensée dans des époques où, d'une part, dire franchement ce que l'on pensait pouvait conduire en prison, d'autre part, la morale interdisait qu'on appelle un chat, et ne parlons pas des chattes. Ainsi, le roman fut-il longtemps une ruse. Or, ni les mœurs ni la censure n'obligent plus, aujourd'hui, à déguiser sa pensée. Ce serait même plutôt le contraire, la société ayant trouvé plus avantageux de noyer tout propos dans le flot de la liberté de parole, même s'il semble que la censure soit en train de revenir sous sa forme la plus franche et brutale, de sorte que cette fois, les deux mâchoires du cerbère pourraient se refermer parfaitement en tenaille, rendant à nouveau nécessaire le roman, comme à ses débuts. Question de plaisir surtout. J'en ai bien davantage à écrire d'après modèle, sur le motif, d'après mémoire, comme l'homme de Chauvet. Et ce plaisir étant véritable, j'ai tendance à y voir l'expression de la vérité. Il me faut la contrainte du réel pour m'exprimer. Mais par-dessus tout, je ne suis pas romancier en raison de mon rapport romancé à la réalité. Ce qu'on appelle la réalité, et que, pour ma part, je considère être une fiction quand, chaque matin, je m'entasse dans le métro de la ligne 12 pour me rendre au boulot. En ce sens, il m'est impossible d'opposer une fiction à une autre que la réalité. Ce qu'on appelle la réalité. Que la réalité appellerait un roman. Oh, la maligne. Sans compter que j'ai de trop beaux souvenirs des romans de ma jeunesse pour imaginer voir mon nom figurer à côté d'eux sur une étagère. Ce serait comme laisser des traces de graisse sur une surface lisse et brillante. Surtout après avoir lu la page 155 de Lolita. Mais je l'ai amèrement regretté, cette fameuse nuit où, tel David Vincent cherchant son putain de raccourci que jamais il ne trouva, j'envisageais toutes les options qui s'offraient à moi pour couper court au fiancé de M. Car, narrativement parlant, il n'y aurait pas eu photo, oh non, comme je te l'aurais fait disparaître le fifi, le fian, le cécé, le fiancé de M, abracadabra, d'un ingénieux coup du sort, simplement en faisant basculer mon histoire de M dans la fiction, comme si elle n'en était pas déjà une. Œil pour œil. Zou. Mais je ne suis qu'un lecteur des récits des autres, le mien compris. Et, mi-rat de laboratoire, mi-rat de bibliothèque, je ne suis que le personnage d'une histoire qui se fait passer pour ma vie et à propos de laquelle je ne sais qu'une chose. J'en suis bien plus le protagoniste que l'auteur. Ce qui est un bien pour un mal. J'ai, de la sorte, quelqu'un à qui parler, un culte à rendre, un mystère auquel me frotter, une brindille à protéger, une mare où cracher, un mur auquel me cogner.
Matière infinie à m'étonner et m'ébaudir et m'éplorer, sans enquiquiner personne, hormis toi. Chanceux fiancé. J'avais renoncé à lui ôter la vie par l'entremise chromée et carrossée d'un extérieur kosovar, d'un exécuteur kosovar, et je devais l'admettre. Il n'était pas en mon pouvoir de le gommer du monde des vivants, ni de le rayer de ma carte de tendre, comme s'il n'était qu'un être de papier. Non. J'étais voué au sort des êtres ordinaires, bêtement mortels, recouverts d'à peu près 2 mètres carrés de peau et composés à 80% d'eau, barbotant dans environ 5 litres de sang et n'ayant aucune raison particulière de croire que la Providence pourrait s'intéresser à moi, comme à tous ceux qui, à leur misérable niveau individuel, n'ont d'autre choix que de faire avec, comme on dit. Faire avec les problèmes de cœur, avec les illusions perdues et les rêves implantés. Faire avec les ennuis d'argent, les relations familiales pourries, les caprices de la météo, les embarras du quotidien et le chien des voisins du dessus. Faire avec la maladie, la sienne ou celle de ses proches. Faire avec la mort à venir et faire avec les autres et avec soi-même. Faire avec cette société et faire avec ses moyens du bord qui sont vraiment très moyens, oui. Faire avec tout, tout le temps, partout. Composer avec la frustration que l'univers nous donne notre chance pour nous la retirer aussi sec, et que le monde s'accorde finalement si mal à notre désir, sauf à s'arranger pour n'avoir de désir que ceux qu'on nous permet d'avoir. Oh la frustration! Le seul vrai combat que chacun doit mener en lui-même à main nue. L'unique bataille immémoriale au niveau individuel de tous. L'affreuse boîte de Pandore qui, tôt ou tard, finit par exploser au visage et déformer les traits. Et j'en sais quelque chose. Faire avec le fiancé de M. Comme il fallait s'y attendre, nul Leslie Thompson ne me téléphona donc ce soir-là pour me prévenir que, coup de bol, stupéfiante nouvelle, le fiancé de M venait là, tout de suite, tandis que j'étais dans mon lit, sans que j'y sois pour quoi que ce soit et que Slobo soit même au courant, de se faire renverser boulevard du Styx, à l'angle de la rue Campagne Première par une Porsche Boxster. À moins qu'il ne se soit agi d'une Alfa Romeo Spider Duetto de couleur rouge, immatriculée XX4ZXX, selon un témoin qui avait tout vu et qui, paraît-il, s'appelait Charon, dit Caron. Et moi, de faire semblant de croire au miracle en fermant d'un coup sec le clapet de mon téléphone portable, une fois passé un subtil moment de stupeur, plein de délicieux sous-entendus. Mais ce n'est pas Nabokov qui écrit mon histoire. Ce n'est pas non plus Madame de Lafayette, qui a la bonne idée de faire mourir de jalousie Monsieur de Clèves et, par ce grand malheur, de lever le grand obstacle qui empêchait Madame de Clèves de se donner à Monsieur de Nemours. Sauf que cette princesse cachait derrière son rôle d'épouse vertueuse des raisons plus tortueuses de se refuser à l'amour. Et j'aurais aimé savoir si M était aussi dans ce cas. Mais je ne le saurai jamais. C'est quelqu'un d'autre qui écrit mon histoire de M, si c'est quelqu'un. Quelqu'un de moindre talent et qui m'est beaucoup moins favorable, même s'il n'est pas dénué d'imagination. Faire avec le fiancé de M. Relisant, à mes risques et périls, les 5, 10, 100 pages, tant que ça, qui précèdent, je me rappelle maintenant où je voulais en venir avant de faire cette parenthèse lolitesque. Et encore, tu ne sais pas tout ce que j'ai renoncé à t'infliger. Je voulais en venir à la lettre de rupture que, le dimanche 28 novembre 2004, j'écrivis à M et aux raisons pour lesquelles je l'écrivis. Raisons dont certaines ne figurent pas dans ma lettre. Et par exemple, je ne me voyais pas révéler à M que j'avais très sérieusement projeté d'assassiner son fiancé. Tandis que d'autres raisons sont juste esquissées, à peine formulées, comme glissées en douce, volontairement minorées. Alors que, de mon point de vue,
À mon niveau individuel, elles m'apparaissent déterminantes. Elles étaient à l'origine de ma décision de rompre et de me sauver de cette histoire de M, de me sauver à toutes jambes. Par exemple, j'étais persuadé que M se faisait une gloire de me résister, et depuis des jours, des semaines et des mois, qu'elle s'enorgueillissait en son fort de triompher non de moi, mais d'elle-même. Comme elle était forte de me résister, comme sa volonté était inflexible, quel empire sur elle-même et quelle affirmation de sa personnalité sans que, pour une fois, le prestige de sa famille lui vole ses efforts pour exister. Voilà ce qu'elle devait se dire. J'étais prêt à en prendre le pari. Elle n'en finissait pas de triompher de la tentation et de vaincre le démon qui la tourmentait à travers moi, et, à elle-même, de se démontrer qu'elle avait du caractère. En ces mois fastueux, c'est un terrible combat contre les forces gravitationnelles du désir qu'elle livrait. Et plus dur était ce combat, plus brûlant le brasier, plus significative devait lui apparaître sa résistance, et n'en avoir que plus de prix à ses yeux. Et ce sentiment de victoire sur elle-même, cette sensation de garder malgré tout le contrôle, cet orgueil-là, je n'étais pas de taille à lutter. Il était un ennemi de l'intérieur que je n'avais aucun moyen de combattre, et encore moins de vaincre. Il était l'ennemi qui avait pour lui l'image que M voulait avoir d'elle-même. Il avait pour lui la peur d'aimer, et tous les contre-instincts intériorisés de M ligués contre moi. Plutôt des regrets que des remords. Tel devait être son calcul. À l'inconfort de la trahison, mieux valait le confort de la servitude, et sacrifier ses sentiments à sa tranquillité d'esprit, ne pas faire souffrir son entourage plutôt que d'accéder à son propre désir, je l'imaginais très bien débattre intérieurement en ce sens. Je l'entendais tourner 7 fois ce genre de raisonnement dans le silence de ses regards qui, lorsque nous étions ensemble, s'égaraient soudain dans un flou lointain qui me la rendait alors douloureusement inaccessible. Dans son histoire de G, je ne pesais finalement pas lourd. J'étais un prête-nom. L'enjeu qui était le sien me dépassait de la tête et des épaules. Contrairement à ce que j'avais longtemps cru, je n'étais pas l'un des plateaux de sa balance dont j'espérais qu'il penchât en ma faveur. J'en étais le fléau. Tout se passait entre elle et elle, entre deux voies dont il lui fallait choisir laquelle prendre. Ce qui s'appelle peser le pour et le contre. Ce qui s'appelle gérer. Mais raisonner ainsi ne pouvait que m'être défavorable. Mon sort était scellé si elle prenait une décision rationnelle. Je n'en doutais pas une seconde. Ce pourquoi je préférais prendre les devants, en finir avec cette mascarade, me sauver le plus loin possible, le plus vite possible. M'arracher moi-même le cœur. Sans compter, songeai-je avec aigreur, que M apporterait ainsi à son fiancé une preuve irréfutable de son amour. Oh oui, dans la corbeille de mariage, elle apporterait ma tête, avec un brin de persil dans les naseaux. Elle apporterait le sacrifice d'elle-même, dont je serais à la fois la victime et la preuve. Son fiancé ne le saurait jamais, mais elle saurait ce qu'elle avait accompli toute seule, dans son coin, dans son dos, avec ses forces les siennes, pour le bien de leur couple, pour son édification en béton armé, comme toutes les sociétés humaines se fondent sur le sacrifice d'un innocent. Comme la mafia, lorsqu'elle prit pied en Amérique, coulait un cadavre dans les fondations des gratte-ciel afin de sanctifier l'édification de cette grande nation. Comme le pacte germano-soviétique de 1939 contenait un protocole secret qui prévoyait le dépeçage de la Pologne, et c'était moi la Pologne. Mon dépeçage était son apport personnel, sa contribution secrète pour une union longue et heureuse avec son fiancé. Et son fiancé ne le saurait jamais. Il ne devrait jamais le savoir. Ce serait son bien secret, son secret bien au chaud, tout à elle,
tout au fond. Ce serait sa gloire intime, son regret chéri, son tournant décisif. Ce serait son crime fondateur. Ce serait son choix sur mon cadavre, qui serait le cadavre de l'amour lui-même. Elle bâtirait un avenir. Elle construirait sa maison. Elle se ferait une raison. Elle s'inventerait une vertu avec la vespérale culpabilité qui va avec. Elle saurait pourquoi elle se mariait, ô combien, et elle connaîtrait la valeur exacte de son couple, ô combien. Ce qu'il lui aurait coûté, le rêve d'une autre vie, d'un amour qui aurait été le sien. Je n'avais aucun doute que M nourrissait de telles pensées, même si elle ne se les formulait pas, probablement pas aussi clairement, oui. Je l'imaginais très bien transformer sa lâcheté en héroïsme. Ce que moi j'ai toujours appelé sa lâcheté. M comme Desperate Housewives. J'y voyais clair à présent. M ne m'avait pas aimé par hasard, mais pour enterrer sa vie de jeune fille, pour se convaincre elle-même qu'elle devait se marier, pour sauter le pas. J'y voyais clair à présent. Et plus M m'aimait, plus son sacrifice prenait de sens, plus il sanctifierait son engagement, et je comprenais trop bien quel rôle je jouais en définitive dans sa partie. À quel rituel elle me destinait depuis le début, sans l'avoir prémédité, et pourtant le sachant depuis le début. M'ayant choisi depuis le début pour jouer dans son histoire de mariage le plus beau des mauvais rôles, afin que, vers l'autel dissimulant sous une nappe bénie mon cercueil, elle puisse avancer au bras de son père, radieuse dans sa robe blanche, le front haut et les joues roses d'émotion. Oui, j'étais son bouc émissaire, j'étais celui que l'on pouvait sacrifier sans craindre qu'il exerce des représailles selon la définition girardienne du bouc émissaire pour, devant Dieu et devant les hommes, qu'elle dise oui à un type qui lui avait déclaré, comment dire, qu'il avait informé, tu es assise, qui lui avait fait passer le message, mieux vaut éloigner les enfants et les âmes sensibles, qu'il avait prévenu, cela ne me plaît pas du tout de parler de ça, qu'il avait averti, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu, qu'il avait pour ainsi dire menacé, je te promets que je n'invente rien, et même carrément mis en demeure, je suis incapable d'inventer un truc pareil. Je cite, « Tu ne peux pas me quitter car tes parents m'aiment trop. » Textuel. Vlan. Veux-tu que je le répète ? La vie est tout de même formidable. Son fiancé lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le quitter parce que ses parents, à elle, l'aimaient trop, lui. Sans blague, sans déconner. Tu le crois ? Il était sacrément culotté, le fiancé. Vraiment féroce en affaires. Il ne doutait de rien. Il savait parler aux filles. Il ne manquait pas d'arguments massus. Comme c'était laid. C'était lui, mon rival. Lui que M voulait épouser. Lui qui osait l'épouser. Lui dont j'avais projeté l'assassinat. Lui qu'elle me préférait. Pour lui que j'avais été si proche de trahir tous mes principes et risquer de me retrouver coincé dans les douches avec une espèce d'anthropoïde s'avançant vers moi en m'appelant suavement sa petite chatte. Mazette. Comme on se fait stupidement une haute opinion des gens. Comme on s'en fait une montagne. Tu ne peux pas me quitter parce que tes parents m'aiment trop. Je t'avais dit, c'était quelle page ? Qu'il y a des mots d'auteur qui, d'un claquement de langue,
ruinent toute leur œuvre en l'éclairant soudain d'une lumière rasante. Certains mots font tache, et on les laisse tout entachés. Je te l'avais bien dit, et sur l'instant, j'avais failli pouffer nerveusement tandis que M faisait la grimace. Bien sûr faisait-elle la grimace, tandis que, encore sous le coup de l'argument massu que lui avait asséné 2 ou 3 jours plus tôt son fiancé, ne sachant en définitive comment réagir, si elle devait en rire ou en pleurer, c'était tout de même son fiancé, elle n'avait pu s'empêcher de se confier, et pendant quelques secondes, il me sembla que je triomphais. Je sentis en elle une vraie colère, qui venait de très loin, qui n'était pas seulement dirigée contre ce que son fiancé lui avait dit de si blessant, elle était dirigée contre elle, elle était dirigée contre toute son existence. Qu'elle s'ouvrit à moi d'une chose qui concernait l'intimité de leur couple m'apparut immédiatement le signe qu'elle se rangeait enfin de mon côté. Je songeais, avec une joie mauvaise que je dissimulais cependant, et sûrement avais-je à cet instant une drôle de tête, que son fiancé venait de commettre une erreur monumentale, une gaffe fantastique, une incroyable bévue. Oui, il venait de trahir ses véritables intentions, et pour tout dire, il avait commis une faute. Je l'avais poussé à la faute, et patatras, badaboum, il était tombé à l'eau, il s'était sabordé, il s'était fait harakiri. C'était irréparable. Il avait dit ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Il avait avancé le pire argument qui soit pour convaincre non seulement M, mais n'importe quelle femme de se marier avec lui. Oh, le malheureux garçon. Oh, le déplorable fiancé. J'en avais presque mal pour lui. Je dis bien presque. Mais quoi? Miser sur ses parents à elle ne pouvait en aucune façon plaider en sa faveur à lui. Et au contraire, cela ne pouvait, selon moi, qu'inciter M à quitter un homme aussi palpitant, youpi, cela ne pouvait que la révulser et la dégoûter, et au minimum la décevoir et la dépiter, et particulièrement en un moment où elle se posait toutes sortes de questions sur elle et sur lui et sur leur couple, et... Oui, 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 cette petite phrase, à elle seule, allait faire basculer mon histoire de M dans un sens qui m'était enfin favorable, jubilai-je en mon fort. Même si, d'un autre côté, j'aurais largement préféré que M, si elle devait me choisisse pour qui j'étais, et non pour qui était son fiancé. Finalement, pas la peine de slogo. Tout s'arrangeait comme dans un roman de Nabokov, par un sublime coup du sort. Comme dit l'autre, Lao Tse, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de ton ennemi. Par parenthèse, M avait donc menacé de le quitter. Ils avaient abordé le sujet. Ils avaient parlé de moi. Ils avaient évoqué la possibilité qu'elle rompe leurs fiançailles et adieu le mariage, le maire, le curé, les voyages de noces. Première nouvelle, magnifique nouvelle. Était-ce lui qui avait senti qu'elle commençait à lui glisser entre les doigts et qui l'avait forcé à se mettre à table? Ou elle qui, n'y tenant plus, avait pris le risque de faire éclater la vérité? Mystère. Je ne le saurais jamais. Je n'avais pas posé la question sur l'instant, je n'en avais pas eu le temps ni l'occasion. Mais il semblait que j'étais finalement plus proche de voir mes rêves se réaliser que je n'avais osé l'espérer jusqu'ici, oui. Voici que je sortais soudain de l'anonymat, s'ils en étaient à envisager une séparation. Oh, le doux mot. Voici que j'existais enfin au grand jour, et que j'existais maintenant pour lui aussi, et c'était inespéré. C'était un premier pas vers la lumière, quoi qu'elle puisse éclairer, et, en tous les cas, j'étais loin de me douter que M travaillait de son côté à briser ses chaînes. Ce que j'ai toujours considéré être ses chaînes. C'était une divine surprise. Cette fille était formidable. Elle avait un courage du tonnerre. Elle m'aimait donc à ce point. Fermez la parenthèse. Nouvelle parenthèse. Il me faut préciser ici, car je ne crois pas l'avoir fait, qu'il existait entre M et moi un accord tacite pour ne jamais parler de son fiancé.
et jusqu'à ce que celui-ci sorte de sa manche son fameux argument massu, elle s'était montrée devant moi d'une loyauté et d'une discrétion sans faille à son endroit, ce que j'appréciais hautement, comme une vertu cardinale chez elle. Ainsi ne savais-je pas où elle en était avec lui, ni ce qui se passait dans leur intimité. L'épaisseur du silence qui s'était installé dans leur couple, ceux dont ils discutaient lorsqu'ils se retrouvaient ensemble, l'ambiance qui régnait entre eux le matin, le midi, le soir et chaque nuit. S'ils faisaient encore l'amour, Burke, les excuses qu'elle lui servait après l'une ou l'autre de ses escapades avec moi, j'allais dire incartades, oui, tous ces non-dits et cachotteries dont je ne voulais rien savoir, auxquels je ne voulais même pas songer, mais qui, en plus de faire le sel de la vie de couple, à quoi bon avoir des secrets s'il n'y a personne à qui les dissimuler une fois que nos parents ont cessé de jouer ce rôle, devaient forcément s'accumuler entre eux depuis que j'avais fait irruption dans sa vie, et charger l'air qu'il respirait de givre, les murs de moisissure, jusqu'à faire cloquer le papier peint de leur existence, et devenir si perceptibles et gluants qu'il n'était probablement plus possible de faire comme si de rien n'était, ni de nier l'évidence. À savoir qu'ils avaient un problème, et qu'ils devaient en parler. Allô, Houston. Ils devaient, oui, cesser de se mentir. Allez, un peu de courage, les tourtereaux. Ils devaient prendre le taureau par les cornes et regarder la vérité en face, affronter le fait que leur couple était en crise et qu'ils battaient furieusement de l'aile. Oui, ils devaient se rendre à l'évidence que leur histoire ne ressemblait strictement plus à rien et qu'elle était devenue un pur et simple simulacre, une coquille vide, une peau de chagrin, une honte, une bouse, une fiente, un coprolite. Et sans vouloir m'avancer ni avoir l'air de pousser à la roue, sans paraître me mêler de ce qui ne me regardait pas et encore moins me réjouir ouvertement de ce qui leur arrivait, bien sûr que non, jamais de la vie, la main sur le cœur. Je disais ça pour leur bien, je disais juste qu'il était urgent qu'ils parlent ensemble et parlent sérieusement, fassent honnêtement le point tous les deux et mettent tout à plat, discutent en toute franchise de ce qu'ils désiraient véritablement et attendaient véritablement l'un et l'autre avant de s'engager pour la vie. Et tout cela grâce à moi. Eh oui. Hélas. Car telle était évidemment ma fonction dans leur histoire. Secouer leur petit cocotier d'amour pour qu'ils se rapprochent ou s'écartent l'un de l'autre, éprouvent la solidité de leur lien et ressentent le frisson que tout puisse s'écrouler, et que tous deux sachent, une bonne fois pour toutes, à quelques mois de se jurer solennellement fidélité, et de faire 2 ou 3 gosses dans la foulée, s'ils devaient entrer main dans la main dans le royaume éblouissant de la certitude, ou abandonner chacun de son côté toute espérance commune. Fermez la parenthèse. Trop de choses m'échappent finalement, trop de choses démoralisantes. C'est ce que j'écrivis dans ma lettre à M, et ce n'était rien de l'écrire. Ce ne fut pas rien de constater que M pardonna finalement à son fiancé, et on croit rêver. J'en fais encore des cauchemars. La liberté, disait l'autre, Sartre, c'est ce petit mouvement qui fait d'un être totalement conditionné quelqu'un qui ne restitue pas la totalité de son conditionnement. Et veux-tu que je répète ? Car nous sommes tous totalement conditionnés, de A jusqu'à Z, socialement et génétiquement et historiquement et psychologiquement et tutti quanti. Qui l'ignore, à part tout le monde ? Qui y songe pour lui-même ? Parce que nous sommes tous différents, nous pensons que nous ne sommes pas si déterminés que cela. Nous imaginons échapper au concept de conditionnement, et nous nous croyons uniques, nous épargnant ainsi l'humiliation de nous voir comme des pantins. Mais, au vrai,
Ce sont nos déterminismes qui sont spécifiques. Pour chacun, ils dépendent d'une infinité de petites variations qui, au bout du compte, nous rendent particuliers. Mais ce sont eux, et pas nous, qui font la différence. Le jour de notre naissance n'est pas le jour de notre naissance. Tout le contraire. Sauf à faire ce petit mouvement dont parle Sartre, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, je l'admets. De quelle nature est ce petit mouvement ? Les débats sont ouverts. En attendant, j'étais certain que M pouvait y arriver. Précisément parce qu'elle m'avait rencontré. Parce qu'elle m'aimait et qu'elle n'aurait pas dû. J'y croyais mordicus. J'y croyais depuis notre toute première rencontre dans mon bureau. Et, merveilleuse galaxie me faisant face, tout ce qu'elle m'avait dit dans le jour déclinant, tandis que son aura faisait lever une nouvelle aube dans mon cœur. Quand bien même les galaxies se repoussent les unes les autres en raison du vide extragalactique, dit répulseur dipolaire, qui se trouve entre elles, j'y croyais encore plus depuis le miracle de la rue Tronchet. Et même après qu'elle était venue chez moi. Il lui suffisait seulement 3 fois rien qui changerait tout. Juste un tout petit mouvement. Juste ne pas restituer la totalité de son conditionnement. Je ne lui en demandais pas davantage. Je ne lui demandais pas la lune. Je ne lui demandais pas de renier sa famille, ni de renier l'être que son milieu avait fabriqué et qui, je devais l'admettre, me plaisait d'une façon ou d'une autre puisqu'elle m'avait tapé dans l'œil. Mais enfin, il manquait ce petit mouvement pour que, ne restituant que la meilleure partie de son conditionnement et renonçant à l'autre, elle puisse venir librement vers moi. Et ce n'était pas si compliqué. C'était à sa portée. Elle pouvait devenir une personne. Ainsi fût-ce atroce, à mon niveau individuel des choses. Oui, atroce, cet acronyme de la folie. De m'apercevoir que M considérait finalement le fameux argument massu que son fiancé lui avait asséné sur la tête comme une espèce de maladresse plus touchante que méprisable. Qu'elle y voyait l'aveu fébrile de sa peur de la perdre. Y voyait une tentative désespérée de la retenir. Y voyait la preuve paniquée que son amour est perdu et je ne sais quoi encore. Que voulait-elle réellement ? Que veut une femme ? Ah. Peu importait ce qu'elle voyait, voulait ou ne voulait pas. Je hochais la tête en l'écoutant. Je découvrais tout à coup le tableau dans son intégralité, comme si j'y étais. Comme, au poker, une main qui semblait gagnante se fait laminer à la dernière minute par une foutue carte donnant indûment à l'adversaire un jeu gagnant. J'avais pigé. Conditionnée, elle était. Conditionnée totalement, elle resterait. Elle ne ferait pas ce petit mouvement que j'espérais tant qu'elle fît. Je n'avais pas besoin qu'elle me fasse un dessin. J'ai toujours détesté qu'on me fasse un dessin. Sauf à la fin d'un dîner arrosé. C'était clair comme de l'eau de roche. À mon niveau individuel de conception sartrienne de la liberté, je recevais le message 5 sur 5. L'argument avancé par son fiancé était un argument qu'elle comprenait, un argument à sa portée, un argument qui faisait partie de son monde, et qu'elle aurait pu sortir de sa manche si elle avait été à sa place, un argument qui, en raison de sa misère même et du conditionnement qu'il restituait totalement, l'attendrissait, et qui, en sous-main, lui profitait. Car bien sûr cet argument lui profitait-il, en plus de l'attendrir. Pour détestable qu'il fût, et je précise détestable non seulement à mes yeux, mais objectivement détestable, il lui donnait en sous-main une espèce d'avantage sur son fiancé. Il renversait complètement l'équilibre des forces entre eux, comme si elle venait de tirer une carte maîtresse dont elle pouvait désormais se servir à tout moment contre son fiancé, quand bon lui semblerait. Que ce soit pour le rappeler à l'ordre ou le tenir fermement en laisse,
ou simplement pour couper court à n'importe quel reproche qu'il pourrait dorénavant lui faire, simplement en faisant tournoyer au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès qu'il avait lui-même forgée et mise entre ses mains. Oui, jamais il ne pourrait oublier qu'il avait osé dire qu'elle ne pouvait pas le quitter parce que ses parents l'aimaient trop. Et toujours il sentirait dans son regard à elle l'éclat de sa honte à lui. Même quand elle dormirait, il connaîtrait le poids de sa faute, et, à l'instar de tant de femmes qui ont la mémoire tenace, de tant de femmes dépitées de se voir encore une fois bafouées, j'imaginais très bien M s'emparer du bon côté du manche que lui avait tendu son fiancé, et, fût-il plein d'échardes, ne plus lâcher prise. Je l'imaginais ne pas rater l'occasion d'avoir un si bel os à ronger, et se trouver parfaitement à l'aise dans son nouveau rôle de dame justice, qui est le rôle que nombre de femmes, en désespoir de cause, endossent le plus facilement. Selon moi, le pauvre garçon n'avait pas fini de ravaler ses paroles. Il n'avait pas fini de se les mordre. Il avait grillé son joker et il allait sentir le fouet. Il allait devoir réparer, se faire tout petit et se tenir à carreau et donner gage sur gage pour remonter la pente aux yeux de M. Et cela pourrait prendre des années, tellement les intérêts de son discrédit allaient courir. Et, paradoxalement, voilà qui pouvait sceller durablement leur couple, car c'est un lien d'autant plus solide qu'il est vicieux que celui qui unit le débiteur à son créditeur en tant que couple. Et tant de couples semblent à cette image. Je connais énormément de couples qui ne tiennent que parce qu'ils se tiennent par la barbichette et jouent à qui perd gagne. Parce qu'au lieu de jouer au docteur, ils jouent au Monopoly. Enfin bref. Qu'en penses-tu? Qu'aurais-tu fait à ma place? Me trompais-je en interprétant, dans un certain sens, une situation que M et son fiancé interprétaient assurément dans un tout autre sens? C'est possible. Je ne sais pas. Oh M, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas. Toute cette situation m'a paru, dans ses causes comme dans ses conséquences, d'une laideur absolue. Je me sentais comme l'autre, Dante, qui, au chant 1 de l'enfer, perdit l'espoir de la hauteur. J'en étais malade que M sembla avoir soudain moins de raisons de quitter son fiancé maintenant que... Quoi? Qui se ressemble s'assemble? Que pouvais-je faire contre un dicton? Plus tard, j'avais songé à l'argument massu que lui avait asséné son fiancé. Il était peut-être comme la morsure de Dracula. Il était peut-être sa morsure de Dracula. Ce moment où le monstre, dévoilant ses dents ignobles et sa véritable nature, les plantait cruellement dans le cou de sa victime. Moment où il buvait son sang et prenait possession de son âme. Moment sacramentel de l'amour, avait cru M lorsqu'elle avait 11 ans. À son niveau individuel des choses, qui avait enflammé son imagination de jeune fille de bonne famille, M avait peut-être ressenti un frisson d'horreur se confondant à cet instant en pur délice. Peut-être avait-elle trouvé dans son fiancé le vampire qu'elle cherchait depuis l'âge de 11 ans, lorsqu'elle se rêvait proie sacrificielle de l'homme de la nuit, lorsqu'elle se croyait la promise du monstre et voulait si fort le devenir. Et voici qu'elle touchait au but. Voici que les conditions étaient réunies pour qu'elle réalise son rêve enfoui. Voici qu'elle n'était pas seulement une fiancée lambda, non, elle était la fiancée de Dracula. Hurrah! Elle avait enfin senti les dents ignobles la mordre au cœur et la transformer en goule. Elle avait vu le véritable visage de l'empaleur. Elle pouvait se raconter cette histoire. Elle se la racontait peut-être tout au fond d'elle, sans le savoir, dans ce moment bizarre où, sur un détail, nous nous débrouillons pour que la réalité coïncide avec nos attentes les plus secrètes et inavouables. J'en sais quelque chose.
Auquel cas, que pouvais-je faire contre un fantasme inscrit dans les fibres? Toute femme cherche son vampire, aurait pu écrire M. Que je me raconte des histoires ou pas, le fait demeure. C'est à cet instant précis que j'avais décidé de quitter M, de m'enfuir à toutes jambes, de me sauver de cette histoire de M comme misère. Ce jour-là, sa volonté brisa la mienne. Tant va la cruche à l'eau, et c'était la goutte de trop. Notre histoire, que j'entrevoyais comme une sublime justification de nos deux existences, voici qu'elle justifiait la négation même de l'amour. Voici que, sur une question que je n'hésite pas à dire esthétique, nous avions une vision du monde non seulement différente, mais hostile et irréconciliable. J'avais pu tout supporter jusqu'à présent, tout encaisser. Son monde si éloigné du mien, ses peurs et ses dérobades, ses rebuffades, ses trous de balles dans mon mur et ses morsures jusqu'à l'os, et j'en passe de plus croquignol. Oui, comme tout hétérosexuel middle class de sexe masculin, je savais depuis ma maman, et peut-être même avant elle, que tout homme doit composer avec l'idiotie des femmes, ce que les hommes considèrent être l'idiotie des femmes, comme celles-ci savent qu'elles doivent composer avec la stupidité des hommes, ce qu'elles considèrent être la stupidité des hommes, et les uns et les autres ont beau avoir raison, dixit Diderot, j'avais là, tout de suite avec Figaro, envie de m'écrier ô femme, 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 créature faible et décevante. Que voulait-elle réellement? Connaissait-elle la série télévisée Happy Days? Avait-elle vu l'épisode 3 de la saison 5 diffusée en 1977? Quel dommage. Car dans cet épisode, on voit Fonzie faire du ski nautique. Fonzie himself. Fonzie faisant du ski nautique. Eh oui, mais vêtu d'un petit slip de bain bleu ciel, et, pour le haut, de son inamovible blouson noir. Et quoi, il s'agit de Fonzie. Faut pas plaisanter avec le look. Surtout qu'il doit exécuter un super saut à ski nautique par-dessus un bassin dans lequel nage un énorme requin blanc, manifestement assoiffé de sang. Waouh! Que Fonzie tombe et ce sera l'horreur. Ce sera une boucherie. Sur la plage, la foule retient son souffle. La tension est à son comble. Mais, hurrah! Fonzie a réussi à sauter par-dessus le requin. Hurrah! Mais quel talent ce Fonzie! Lorsque les téléspectateurs virent cette scène, ils réalisèrent soudain que la série avait beaucoup perdu en crédibilité. Ils en prirent conscience à cet instant précis. Ce qui a donné lieu à une expression. Jumping the shark. Sauter le requin. Elle décrit le moment exact où une œuvre, télévisuelle ou autre, bascule dans le grotesque et entame son déclin. Où un artiste se saborde en direct en visant le succès le plus large. Où il cesse d'être crédible, rentre dans le rang et, sous les acclamations de la foule, passe à l'ennemi. Ne se respecte plus lui-même, déchoit, se met lui aussi à prendre les gens pour des cons, devient purement commercial. Pour le haut, il garde son beau costume, mais pour le bas, il est maintenant en slip. Par exemple, le film Paris-Texas de Wim Wenders, Let's Dance de Bowie, l'album Unplugged de Nirvana, fomenté par MTV. Alors que Bob Dylan, passant du folk à l'électricité, rien à voir avec un Jumping the Shark. Il ne faut pas tout confondre. Par exemple, M. À cet instant précis. Je me fiche bien de Fonzie, mais pas d'avoir vu M sauter le requin. Pas de l'avoir vue en slip, et pour le haut, elle semblait encore elle-même. Pas de l'avoir vue, de mes yeux vus, entamer son déclin, là, devant moi, sous les acclamations de la foule.
Et ce fut irrémédiable. Récemment, j'ai rencontré dans un bar une fille qui joue dans la pub de la Française des Jeux. La brune châtain plus toute jeune, à lunettes. Celle qui doit enregistrer tous les rêves des gagnants à My Million. D'abord les rêves de voitures, maisons, bateaux, tout ce qui vole faudra patienter. Et à la fin, elle peste tout bas qu'elle n'est pas sortie de l'auberge, elle bougonne qu'elle n'est pas près de rentrer chez elle. Dans ce bar, elle prenait un verre incognito, mais je l'avais reconnue. C'était bien elle, aucun doute. Elle semblait d'ailleurs fourbue, complètement lessivée. Elle sortait à l'évidence du boulot et elle en avait sa claque d'avoir enregistré toute la sainte journée les rêves millionnaires des autres pour un salaire de fonctionnaire que j'imaginais volontiers chiche. Plutôt que de rentrer directement chez elle, comme elle le prétendait dans la pub, elle avait décidé d'aller s'en jeter un ou deux derrière la cravate, histoire d'oublier les pauvres rêves des gens qui deviennent brusquement riches, et de se concentrer sur les siens, à tout le moins se détendre et prendre un peu de bon temps, comme en témoignaient ses deux pieds nus gainés de nylon, qu'elle massait discrètement l'un contre l'autre sous son tabouret, tandis que ses escarpins, assortis à son tailleur vert émeraude, gisaient par terre. Entre nous, une soucoupe de chips fit rapidement le lien, à la faveur de la lumière tamisée qui enrobe tout de mystère. Mais qu'elle se rassure, je n'avais aucun rêve à faire enregistrer. Elle n'avait rien à craindre de moi, aucun souci. Il était trop tard en ce qui me concernait pour les rêves. Qu'elle veuille se faire passer pour une fille ordinaire qui prenait tranquillement un verre dans un bar m'allait très bien. Ce n'était pas moi qui allais l'enfermer dans son rôle de fonctionnaire jouant les fées. J'en avais fini avec ces conneries. Comme ne dira jamais un personnage de notre époque, j'ai tellement vécu que je suis persuadé que je vais mourir. Plus tard, je me rappelle avoir raconté à cette Française des Jeux que j'avais assisté un jour à une scène conjugale qui m'avait fait réfléchir. Cela se passait un dimanche, à l'heure du déjeuner. Installé à la table de la salle à manger, le mari lisait le journal tandis que sa femme, dans la cuisine toute proche, préparait le repas. Sans presque lever les yeux de la page des sports, le mari avait demandé ce que sa chérie d'amour leur cuisinait de bon. Des endives braisées, avait répondu la femme, en se penchant un peu pour que sa voix porte jusqu'à la salle à manger. À ces mots, le mari avait fait la grimace. Des endives? Berk! Caca! avait-il marmonné. Mais c'est immonde les endives! avait-il haussé la voix. Quelle idée de faire des endives! avait-il protesté. Et un dimanche par-dessus le marché, le jour du Seigneur, alors qu'il faisait si beau. Merde alors, avait-il gémi. Il était tout à fait dépité que sa femme leur ait cuisiné des endives. Rien que le mot lui donnait envie de vomir. On aurait une anagramme. Ça lui gâchait son dimanche. Déjà que son équipe avait perdu la veille au soir 3-0, bon Dieu, il n'avait pas du tout envie de manger des endives. Pas ça, pas des endives. Ah non! Merde, avait-il repris à haute voix, sans plus cacher son dépit. Tu pouvais pas avoir une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'a pris, chérie? Des fois, je te jure, on croirait que t'as rien dans le crâne. Des endives. Mais tu sais bien que je déteste les endives. Tu l'as fait exprès ou quoi? Je te jure, quelle grosse conne tu fais des fois. À ces mots, la femme avait bondi. Quoi? Grosse conne? Elle avait bien entendu? C'est ce qu'il venait de dire? Il n'allait pas bien dans sa tête ou quoi? C'est comme ça qu'il lui parlait maintenant? Il se croyait où? Il croyait parler à qui? Ce n'était vraiment pas gentil de sa part. Conscient d'avoir dépassé les bornes, le mari avait tenté de rattraper le coup. Il s'était mis à rigoler, comme se mettent à rigoler les hommes lorsqu'ils sont pris en faute, et ce n'est jamais joli à voir. D'un ton apaisant, il lui avait assuré qu'il plaisantait. Elle ne devait pas prendre la mouche. Allons, chérie, ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Les mots avaient dépassé sa pensée.
Allons, il l'avait traitée de grosse conne comme il aurait pu dire autre chose. C'était affectueux dans sa bouche. Elle le savait bien. Ce n'était pas du tout une insulte. Qu'allait-elle imaginer? C'était sa façon à lui de lui dire qu'il l'aimait. Et dans la cuisine, la femme avait lâché ses casseroles. Sa façon à lui de lui dire qu'il l'aimait? Ah oui, grosse conne. Elle avait passé une tête furieuse dans la salle à manger pour s'adresser directement à lui. Eh bien, s'il voulait le savoir, elle préférait qu'il lui dise qu'il l'aimait plutôt que de la traiter de grosse conne. Elle préférait largement, puisque ça voulait dire la même chose autant qu'il lui dise qu'il l'aimait. Ah ça oui, ce serait mieux que de la traiter de grosse conne. Et comment? Il pigeait le truc? Lui, le mari, avait hoché la tête. Il s'était replongé dans la page des sports et, sans regarder sa femme, qui était retournée furibarde en cuisine, il avait dit d'une voix badine qu'il comprenait, oui, il voyait ce qu'elle voulait dire. Sauf que lui, plutôt que de dire qu'il l'aimait, il préférait quand même dire grosse conne. C'était sa façon de parler. Dans quelle langue devait-il le lui dire? C'est toujours une question de qui préfère quoi, avais-je dit à Miss Française des Jeux, laquelle m'avait rétorqué qu'elle ne voyait pas le rapport avec mon histoire de M. Aucun, avais-je souri. C'était histoire de causer un peu, façon d'exprimer ma façon de penser et de recracher dans ce bar la pilule que M avait voulu que j'avale. D'expliquer qu'entre elle et moi, le problème dépassait cette fois le simple écart de langage, aussi désastreux fut-il. Cette fois, pareille divergence d'appréciation, pareille incompatibilité de fond, pareille... Quoi? Je n'avais pas de mots pour expliquer, justifier. Pourquoi je me sentais tellement en colère, dépité, si hargneux et désespéré tout à coup, alors que je l'avais déjà surprise dire ou faire des choses qui heurtaient de front soit ma sensibilité, soit ma conception du monde, sans pour autant lui en tenir une seule fois rigueur, et au contraire, j'y voyais plutôt une sorte de chemin de croix conduisant joyeusement vers elle. Pas cette fois. Cette fois, la vérité éclatait. Cette fois, j'avais le sentiment d'avoir atteint mes limites. J'avais le sentiment d'une trahison. Oui, une trahison, ce mot-là, au point qu'il m'avait semblé que M s'effondrait littéralement devant moi, comme s'effondrent sur elles-mêmes les étoiles mortes. Impression fugace mais persistante, lancinante, mortelle. J'avais vu, je venais de découvrir, quand bien même il était peut-être sous mon nez depuis le début, un aspect de sa personnalité qui, pour la première fois, me déplaisait, et me déplaisait souverainement, me déplaisait foncièrement, semblait même irrémédiable, et avec lequel je n'étais pas prêt à pactiser, avec lequel je ne voulais pas pactiser. C'était au-delà de mes forces, comme si M m'avait soudain révélé sa minuscule tache de naissance sur la peau de Catherine Deneuve, et me l'avait dévoilée sans s'apercevoir que les yeux me brûlaient maintenant de la regarder en face, sans se rendre compte que, pour la première fois, ce n'était pas moi, mais mes sentiments pour elle qui se trouvaient affectés, entamés, corrompus. Ce qui était autrement plus grave. Tout cela parce que j'étais plus choqué qu'elle du comportement de son fiancé. Tout cela parce qu'il m'apparaissait soudain évident que M ne me choisirait jamais. Au contraire, elle faisait partie de ces êtres qui préfèrent passer à côté de leur vie, et sur ce renoncement, lequel possède sa propre force émotive, établissent ensuite toute leur existence. Cela que je me disais. Tant pis si la Française des Jeux n'en saurait jamais rien. Tout cela parce que j'étais plus choqué qu'elle du comportement de son fiancé. Quelle drôle de phrase. Encore aujourd'hui, elle sonne bizarrement à mes oreilles. Elle crisse et dissonne en moi-même. M'apparaît d'un ridicule achevé.
Encore aujourd'hui, je n'en reviens pas de ma réaction, de sa violence et de son immédiateté. Comme si M avait pressé une gâchette si sensible en moi qu'il suffisait de l'effleurer pour que parte aussitôt le coup. Et je ne vais pas commencer à disserter sur le thème. Ce que nous aimons chez les autres, ce ne sont pas seulement ces apparences qui nous tapent dans l'œil, ce sont aussi certaines qualités morales, certaines concordances de vue, une espèce de vision du monde en partage qui, tel un ciment, soude entre toutes les facettes d'un individu et éclaire d'une douce lumière toutes ses qualités, comme tous ses défauts. Et par exemple, pour prendre un exemple entre mille, je ne peux pas aimer une femme qui maltraite une serveuse dans un restaurant. Ce mépris-là, qui commence avec les serveuses et qui ne s'arrête évidemment pas là, je dis non. Ce n'est pas négociable. La nature de ce mépris, la cible de ce mépris, je ne peux pas. Même s'il y a autant d'imbéciles dans la communauté des serveuses que dans n'importe quelle autre communauté humaine, là n'est pas la question. Quand bien même cette femme affole mon désir, je ne peux pas l'aimer. Je le sais tout au fond de moi. Je peux éventuellement la baiser, mais avec hargne. Elle n'est pas mon type de femme, et elle ne le sera jamais. Et cela vaut aussi pour les hommes, bien évidemment. Le côté sexuel en moi. Je ne veux même pas connaître la raison, le fleuve intérieur détourné de son cours pour que le mépris en arrive à focaliser si stupidement. Il y a des handicaps intellectuels qui me coupent toute envie. Certains handicaps physiques aussi, mais ils sont moins rédhibitoires. Alors que certains handicaps intellectuels, ils m'effondrent, et en l'occurrence, que M soit moins choqué que je l'étais moi-même par le comportement de son fiancé m'effondra. J'étais mortifié qu'elle puisse s'en accommoder, et même y trouver matière à s'attendrir. Dégoûté j'étais. Pas elle, avais-je envie de crier. Pas toi, mon adoré. Oh non, pas ça. S'il s'était retrouvé dans ma situation, je ne doute pas que Bob Gruen aurait dit bah, après tout, ce n'est pas ma bouche, en référence à Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, impliqué dans le meurtre de sa petite amie, 20 ans, et mort à l'âge de 21 par overdose, après que sa mère, sa maman, lui eut refilé de la cam pour lui éviter d'avoir à se déplacer chez le dealer du coin. Il y en a qui ont tout de même une enfance moins facile que d'autres. Sid Vicious, à qui il arrivait toujours des trucs bizarres, prévient Bob Gruen à la page 466 de Please Kill Me, sous-titré L'histoire non censurée du punk racontée par ses acteurs. Et par exemple, lors d'une fiesta que celui-ci donna un jour chez lui, un des types qui se trouvait présent, vétéran déclaré du Vietnam, coinça Sid dans un coin pour lui demander un truc. Un truc un peu particulier. En un mot, il voulait que Sid couche, du verbe baiser, du verbe humilier, avec sa copine, tandis que lui regarderait. Good morning, le punk. Sid n'était pas du genre à décevoir les gens qui tenaient à vérifier si le punk en général et les Sex Pistols en particulier étaient vraiment dangereux, note Bob Gruen. Les gens venaient pour se faire mordre, note Bob Gruen. Ainsi, le vétéran du Vietnam, sa copine et Sid Vicious s'éclipsèrent-ils un moment dans une chambre située au bout de l'appartement. Lorsque Sid revint, il était seul. Devant l'air interrogateur de Bob Gruen, qui brûlait de savoir ce qui s'était passé dans la chambre, Sid haussa simplement les épaules. « J'ai juste chié dans la bouche de la fille, » dit-il. Je n'étais pas présent à cette soirée chez Bob Gruen, ce qui signifie que je n'ai pas vu la fille en question, je n'ai pas vu sa bouche, et je n'ai donc aucune image susceptible de me donner des sueurs froides. Mais, lisant cette histoire, bien dans la légende du punk, j'avais immédiatement senti le goût de la merde envahir ma bouche. Et c'est tout juste si je ne m'étais pas précipité dans la salle de bain pour me brosser les dents à grande eau. En guise d'explication,
Sid raconta que le vétéran du Vietnam voulait que sa copine vive une expérience qu'elle n'oublierait jamais. Et par parenthèse, qu'est devenue cette fille? Qu'a-t-elle pu devenir? Où est-elle aujourd'hui? Dans quel état? Elle croit en Dieu désormais? Elle mène le djihad en Irak? L'histoire ne le dit pas. Ce qu'elle dit, c'est que Bob Gruen s'en alla, fit ça, écluser quelques vers, parce qu'il avait besoin à ce moment-là d'écluser quelques vers, histoire de faire passer le sale goût qui lui avait pareillement envahi la bouche, et de chasser la vision de cette fille, la vision de sa bouche grande ouverte, et l'étron chié dedans, l'étron emplissant toute sa bouche, et avait-elle gardé l'étron dans sa bouche? L'étron était-il consistant ou flasque? L'avait-elle avalé? Ou l'avait-elle aussitôt recraché en vomissant? Qu'avait fait cette fille qui, un jour, il n'y avait peut-être pas si longtemps, avait peut-être été une petite fille regardant avec une joie naïve des gamins sauter joyeusement dans l'eau depuis un ponton de fortune? L'histoire ne le dit pas non plus. Elle dit seulement que Bob Gruen se dépêcha d'aller écluser quelques vers, comme moi-même, rien qu'à lire cette histoire. Oh, l'immense pouvoir des mots! Avait éprouvé une puissante envie de boire un verre ou deux, afin de faire passer le goût de la merde qui m'était immédiatement venu dans la bouche, et, autant que faire se peut, chasser de mon esprit la vision de Sid chiant dans la bouche de la fille, et le fait que Bob Gruen ait vu cette fille, de ses yeux vus, jusqu'à se représenter la scène dans ses moindres détails, devait en rajouter dans l'urgence de mettre le plus de distance alcoolisée entre lui et cette vision. Quelle distance? C'est alors que Bob Gruen avait trouvé l'antidote. Oui, l'antidote. Il n'y a pas d'autre mot. L'antidote contre les méfaits de l'empathie. Et je dis bien les méfaits de l'empathie. Car après s'être envoyé 2 ou 3 vers, Bob Gruen raconte qu'il s'était fait à lui-même la réflexion, ouvrez les guillemets, bah, après tout, ce n'est pas ma bouche. Et merci Bob, 1 million de fois merci. Quelle présence d'esprit! Jamais je n'avais assisté au cheminement même de la pensée qui, prise au piège de sensations aussi horribles qu'envahissantes, parvient à s'en libérer aussi vite et à les chasser de sa tête, et sinon à les rayer de la carte, du moins à s'en prémunir, comme on arrache ses crochets à un cobra. Il ne peut plus nous envenimer. Grâce à toi, cher Bob, je sais aujourd'hui faire la part des choses. J'ai appris à ne plus confondre ma bouche avec la bouche d'autrui. Je possède une arme imparable contre ma propre imagination. Et à mon niveau individuel des choses contre lesquelles il faut que je me défende si je ne veux pas qu'elles me démolissent, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai retenu la leçon. Tu n'imagines pas le nombre de fois où, emmerdé jusqu'au cou par ce que je vois, et me sentant tout entier tiré vers le bas, proprement envoyé par le fond, voici que cela fait tilt dans ma tête. Je me rappelle tout à coup qu'il ne s'agit pas de ma bouche, et, revenu à moi comme on est ramené sur le rivage, je me sais sauvé de ce que je vois et entends, fût-ce momentanément. J'ai une dette envers toi, Bob. Je possède, grâce à toi, un talisman, une formule magique, un savon pour me sortir de la tête la merde qui court les rues, car il me faut en permanence me sortir de la tête la merde qui court les rues, et ton antidote est une bénédiction. Ton antidote est universel. Oh oui, il marche à tous les coups, que ce soit pour échapper au sale goût de merde que M laissa dans ma bouche en avalant tout cru l'étron massu de son fiancé, ou, pour te donner un exemple moins rébarbatif, un exemple qui ne fait pas écho à Julien me maudissant avec sa merde avant de se pendre avec la ceinture de son pantalon. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le caca?
L'autre soir à la télévision, il y avait un type déguisé en grosse courge verte dans une autre publicité. Pour des bouillons cubes, celle-là. Des bouillons cubes, nouvelle recette forte en goût. Le temps de ce spot, et même après, tandis que d'autres spots publicités défilaient, sans que j'y prête attention, je n'avais pu m'empêcher de penser au type qui jouait la grosse courge verte à la télévision. J'avais pensé au cœur qui devait battre sous le déguisement de grosse courge verte, et je ne sais pas, je devais être encore dans un drôle d'état ce soir-là, mais j'avais pensé au nombre effrayant de gens qu'il avait fallu mobiliser pour que ce type en vienne à se trémousser comme un crétin devant des caméras, affublé d'un monstrueux costume de grosse courge verte. Depuis le créatif qui en avait eu l'idée, jusqu'à ceux qui avaient étudié cette idée avec le plus grand sérieux et qui, in fine, l'avaient approuvée. Waouh, c'est une super idée, c'est trop fun! En passant par ceux qui avaient investi de l'argent, combien exactement, sans oublier ceux qui avaient donné forme à cette idée en concevant et en réalisant un costume de grosse courge verte aussi vert et courge que possible. Et, au bout du compte, cela faisait tout de même un paquet de gens. Cela faisait énormément de monde. Il y avait plein d'emplois à la clé. Et je ne sais pas. As-tu remarqué comme Monsieur Gicle surgit de la nuit au galop dès que je suis dans la panade? Quoi qu'il en soit, je devais être dans un état extrêmement bizarre ce soir-là, car j'avais soudain imaginé le type rentrer le soir chez lui et embrasser sa femme. Et j'avais imaginé sa femme lui demander s'il avait passé une bonne journée. Et j'avais imaginé le type rester soudain silencieux. Je l'avais imaginé sentir que quelque chose s'étranglait à cet instant dans sa poitrine. Je l'avais imaginé détourner la tête et, son sang comme figé dans ses veines, réaliser qu'il était incapable d'annoncer à sa femme qu'il avait passé son après-midi déguisé en grosse courge verte. Pour un salaire de... quoi? Combien paie-t-on un comédien pour qu'il joue en grosse courge verte dans un spot publicitaire? Non, il ne pouvait absolument pas avouer à sa femme que, déguisé en grosse courge verte, il lui avait fallu festiculer, du verbe gesticuler et féculer, pendant des heures sous des projecteurs 1000 watts qui le déshydrataient dans son costume de grosse courge verte comme un avant-goût de son devenir bouillon cube, et qu'il lui avait fallu simuler l'enthousiasme le plus sincère pour faire passer le message qu'une grosse courge verte comme lui avait le pouvoir de redonner du goût à la vie, qui en manque tellement, c'est bien connu, sans s'arrêter au regard de tout un tas de gens qui, s'activant sur le plateau, semblaient persuadés que déguiser un être humain en grosse courge verte était une excellente façon d'inciter d'autres gens, avec lesquels ils n'avaient sans doute rien de commun, à acheter des bouillons cubes, nouvelle recette forte en goût. Devant mon poste de télévision, j'en étais malgré moi venu à imaginer le type réaliser que sa vie avait pris une tournure... Comment dire? Une tournure incontrôlable. Oui, incontrôlable, c'est ce que j'avais pensé devant mon poste de télévision. Une tournure qui, avais-je pensé, lui faisait soudain honte devant sa femme, car comment pourrait-elle encore l'aimer? Comment ne verrait-elle pas désormais la grosse courge verte à chaque fois qu'elle poserait les yeux sur lui? Quelle fierté était-elle supposée en tirer? L'un dans l'autre, l'un dans l'autre. J'avais imaginé le type complètement effondré, et j'avais imaginé ses yeux s'embuer de larmes en cachette de sa femme, et c'est à cet instant que cela avait fait tilt en moi. Tilt. Comme on se pince pour échapper à un rêve qui tourne au cauchemar. Comme on pousse un ouf de soulagement. Juste tilt. Et dans la seconde qui avait suivi, je m'étais dit, bah, ce n'est pas ma bouche après tout. Bien sûr que non. Pas la peine de me mettre dans des états pareils. Après tout, ce n'est pas moi qui gagne ma vie en faisant la grosse courge verte à la télévision, m'étais-je dit. C'est lui le désespéré. Lui qui, pour une raison ou pour une autre qui ne me concerne pas, accepte de faire des trucs aussi humiliants, et c'est ce que je veux dire,
c'est que ce n'était pas moi qui couchais avec le fiancé de M. Ce n'était pas moi qui allais me marier avec lui. Et ce n'était pas dans mon oreille qu'il avait bavé son fameux argument massu. Et que M puisse supporter pareille humiliation, qu'elle puisse y trouver matière à s'attendrir ou à je ne sais quoi de plus sournois, bah cela la regardait, après tout. Il s'agissait de sa bouche, après tout. Je n'étais pas comptable de ses décisions, je n'étais pas coupable. Comment dire? Il faut savoir se sauver des situations qui veulent déteindre sur vous et qui, parce qu'on ne peut rien contre elles, cherchent à anéantir en nous toute espérance. Et encore une fois, merci Bob. Merci de m'avoir enseigné comment garder mes distances et me rattraper fermement à mes propres branches lorsque tout s'effondre autour de moi. Ulysse avait le mât de son navire pour résister aux sirènes, et je t'ai, toi, Bob Gruen. Je peux, à chaque instant, me dire bah, ce n'est pas ma bouche après tout. Toi aussi, à chaque instant, accablé par ce que tu lis, si tu lis toujours, si tu es encore avec moi, tu peux te dire bah, c'est lui, il s'agit de lui, il s'agit de son histoire, ce n'est pas ma bouche. Ouf, ouf. Parenthèse, pour en finir avec ce détestable épisode de mon histoire de M, le pire de tous sur un plan moral. T'en souviens-tu? Page 323, je prévoyais de faire passer le test de l'allumette à M. Crois-tu que j'avais oublié? Not at all. Ce test de l'allumette, il est très simple. Il est infaillible. Il est à l'usage des garçons qui veulent savoir si la fille dont ils viennent de tomber amoureux, comment dire, s'ils peuvent lui faire confiance. Si, au-delà des mots et de ce qu'elle prétend, la bouche en cœur, au-delà des sentiments puissants et euphoriques qu'elle inspire, elle en vaut la peine ou pas. Elle va se soucier d'eux ou se moquer d'eux. Si sa nature est bonne ou mauvaise, si elle est généreuse ou foncièrement égoïste. Auquel cas, mieux vaut tout de suite la laisser tomber comme une pauvre chose égoïste et s'arracher le cœur au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Avant de prendre des coups et de faire les frais, non de la fille, mais de son égoïsme. Ce qui, je l'admets, est plus facile à dire qu'à faire. J'imagine que les filles peuvent aussi faire passer ce test aux garçons. Il n'y a pas de raison. Mais peut-être les filles se fient-elles à autre chose qu'à une allumette. Elles sont fortes, les filles. En attendant, se méfier de ses impressions, avoir peur de se tromper et qu'il puisse y avoir erreur sur la personne, voir plus loin que ses yeux, semble une attitude assez masculine. Sans doute depuis Descartes. C'est peut-être l'aveu d'une inquiétude au niveau individuel des choses que les garçons jugent trop brûlantes pour les laisser à leur seule appréciation, sachant que très peu de filles méritent qu'on leur fasse passer le test de l'allumette. Cette volonté de savoir est très discriminante. Il faut avoir le sentiment d'avoir rencontré la bonne personne, au point d'envisager l'avenir avec elle, et ce n'est pas si souvent. C'est très rare. Cela ne se produit parfois jamais. Sachant que je ne suis pas un cas isolé. Dans le film Il était une fois le Bronx, réalisé en 1993 par Robert De Niro, j'ai eu la surprise de découvrir après coup, je m'étais inventé ma propre histoire avant de voir ce film, qu'il existait une version mafieuse de mon test de l'allumette rebaptisé test de la portière avant du conducteur. Au fiston de De Niro, qui en pince très sérieusement pour une petite black, qui s'appelle Jane, le parrain local lui explique le topo. Lorsqu'il invitera Jane à faire un tour en voiture, il lui ouvrira bien sûr la portière pour qu'elle s'installe à la place du mort, et tandis qu'il fera le tour de la bagnole par l'arrière, qu'il regarde bien à travers le pare-brise ce que fait Jane pendant ce temps-là.
qu'il ouvre bien les yeux et n'en perde pas une miette. Jane, de la façon la plus naturelle et spontanée qui soit, se penchera-t-elle pour déverrouiller la portière côté conducteur afin qu'il puisse s'installer au volant sans avoir à chercher ses clés? Y songera-t-elle? Pensera-t-elle à lui être agréable, à lui faciliter la tâche, de son propre chef? Pensera-t-elle à lui ouvrir la portière comme si c'était son cœur? Ou bien s'en fichera-t-elle complètement et attendra-t-elle qu'il se débrouille en se tournant les pouces, en trouvant déjà le temps long, en consultant ses mails ou en s'examinant dans la glace du pare-soleil pour vérifier de quoi elle a l'air, soucieuse uniquement de son apparence? Trouvant trop chiant de se pencher pour déverrouiller la portière côté conducteur, au risque de froisser sa robe ou de défaire sa mise en pli, n'y pensant même pas. Auquel cas, fiston, laisse tomber, conseille le parrain local. Tant pis, cette fille n'est pas la bonne personne. Elle n'est pas pour toi. Elle ne peut pas l'être. Elle ne te causera que des ennuis. Tu ne pourras jamais compter sur elle. Quoi qu'elle en dise, elle ne t'aime pas. Crois-moi, fiston, le test de la portière ne ment pas. Il est imparable. Si ta copine n'ouvre pas la portière, ne dépose pas ta vie entre ses mains. Elle te la claquera au nez. À mon avis, ce test de la portière avant du conducteur ne vaut pas un clou. Il est plus rhétorique qu'autre chose. Il s'agit d'une espèce de parabole pour faire passer un message, mais sans garantie que l'information obtenue soit fiable. Par exemple, la fille peut déverrouiller la portière du conducteur parce qu'elle a vu Il était une fois dans le Bronx au cinéma. Ou parce qu'elle est simplement bien élevée et qu'elle sait que ce sont des choses qui se font. Ou bien elle peut ne pas déverrouiller la portière parce qu'une fois installée dans la voiture, elle en profite pour sortir un cadeau de son sac, dont elle comptait faire la surprise au garçon, ou même ôter sa petite culotte afin de lui complaire. Elle peut même supposer que la portière est déjà ouverte et mérite-t-elle alors de rater le test? Ce serait injuste. Sans compter que je n'ai pas de voiture. Et par ailleurs, les portières des bagnoles s'ouvrent désormais à distance via une simple pression du doigt sur le clip qui commande le verrouillage électromagnétique. Et ce test est donc aujourd'hui nul et non avenu. Alors que dans mon test, il suffit d'une simple boîte d'allumettes. Il est simple comme bonjour. Il peut être mené en intérieur comme en extérieur. Il suffit de donner une boîte d'allumettes à la fille et de lui demander d'allumer votre cigarette. Ou, pour les non-fumeurs, d'allumer une bougie que vous lui tendez. Et d'observer très attentivement comment elle s'y prend. Car deux cas de figure ici. Ou bien la fille craque l'allumette vers elle, ou bien elle craque l'allumette vers vous. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est sans réplique. Ce n'est pas une affaire d'éducation, mais de niveau individuel des choses qui nous définissent lorsqu'on les fait siennes. Car lorsqu'on gratte une allumette, il y a toujours le risque que l'allumette se casse et qu'un petit bout enflammé soit projeté devant soi. Chacun en a fait un jour l'expérience. Le risque qu'un petit bout de phosphore enflammé soit projeté en avant est même si présent à l'esprit qu'il détermine, à lui seul, la façon de gratter une allumette. Ce pourquoi ce test est indubitable. La façon de gratter une allumette ne doit rien au hasard. Elle est ancrée dans la personnalité de l'individu, si puissamment que, même après avoir lu ces lignes, cela ne change rien. Le test reste valable. La personne ne change pas sa façon de gratter l'allumette, tellement celle-ci est l'aboutissement d'une chaîne de décisions à la fois conscientes et inconscientes et qui, au bout du compte, en disent long sur l'individu. Ou bien il craque l'allumette vers lui, ou bien il la craque vers l'autre. Point barre. Soit l'individu considère qu'il vaut mieux que ce soit lui, ses vêtements, ses cheveux, son œil, qui morflent, dans l'éventualité où un petit bout de phosphore enflammé serait malencontreusement projeté, soit il juge qu'il vaut mieux que ce soit l'autre. Il s'agit d'un choix, alors que c'est lui qui gratte l'allumette, faut-il le préciser. C'est-à-dire que si un accident se produit, il sera un minimum responsable.
Ainsi s'exprime dans le simple geste de gratter une allumette notre façon d'être au monde. Depuis la fragilité des choses, l'allumette, le risque qu'elle dégénère, le bout de phosphore projeté, et fasse une victime, jusqu'à la part de responsabilité qui est la nôtre. Les garçons m'intéressant moins que les filles, j'observe toujours comment une fille gratte une allumette. C'est devenu machinal à la longue. C'est une information précieuse que j'enregistre malgré moi, surtout si mon cœur s'emballe pour la personne et que l'envie me prend de la revoir sans limite dans le temps qui soit défini. Je sais alors si c'est plutôt pour moi qu'elle craque ou si c'est plutôt pour elle. Quand bien même elle me dit m'aimer et ne dit que cela, jusqu'à en tomber parfois dans les pommes. Voici que m'apparaît son être véritable, et dès lors, je sais à quoi m'en tenir. Je ne peux pas dire ensuite que je ne savais pas. À son insu, la moiselle m'a dévoilé, au-delà des mots et au-delà de ce que j'éprouve pour elle, qui elle est et qui elle sera à jamais. C'est soit cruel, soit heureux. Mais ou bien sa façon de gratter une allumette me confirme dans mes sentiments que cette personne est bien l'être merveilleux et solidaire que je me plais à voir en elle, ou bien je me trompe lourdement à son sujet, et ne pourrai jamais vraiment compter sur son soutien, et il me faut alors en tirer les conclusions qui s'imposent. Je sais si la personne aura souci de moi dans tous les cas de figure, et parce que c'est sa nature profonde, si elle préférera toujours m'épargner, au risque de tout prendre sur elle. Ou si je passe de toute façon après elle parce qu'elle veut d'abord se préserver et qu'il n'est pas question, alors qu'elle s'apprête à gratter une allumette, qu'une saloperie de petits bouts de phosphore brûle ses habits, enflamme ses cheveux, lui crève un œil. Plutôt l'autre ou plutôt soi? C'est, encore et toujours, la question à poser. That is the question. Se préserver soi-même est-il plus important à nos yeux que préserver l'autre, et tant pis pour lui? Pas si con. Pas si con. Et M. Quel était son calcul? Comment gratta-t-elle l'allumette lorsque je lui fis passer le test? À ton avis? Qui devait prendre feu s'il fallait que quelqu'un prenne feu? Sachant que j'omets la possibilité de gratter l'allumette en direction de personne, là où il ne risque pas d'y avoir un blessé, comme quelqu'un me l'a judicieusement fait remarquer. Et merde. De là ma lettre de rupture, pour toutes les raisons que j'ai dites. De là ma décision de prendre mes jambes à mon cou, de me reprendre en main, tant qu'il était encore temps, par pur et simple instinct de survie, parce que l'illusion amoureuse, ça suffisait. Quand bien même il faut que nous succombions un jour à un être qui se met à incarner toute notre illusion amoureuse, j'étais allé au bout de la mienne. J'étais à bout. J'étais comme Hondo balançant un grand coup de pied à Sam parce qu'il n'en pouvait plus que ce damné clébard le mette dans des situations impossibles. M avait choisi son camp, et je ne pouvais rien y changer. Je ne pouvais pas m'en accommoder. Tous ont dit plus tard qu'elle était bête. Voir page 324. Et pour la première fois, j'étais prêt de le penser. À 10 centimètres de le penser. Peut-être moins. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Plus rien à tenter. J'avais tiré toutes mes cartouches et elle s'était révélée à blanc. J'avais embrassé M, et loin de se réveiller comme la belle au bois dormant, elle s'était évanouie dans mes bras. Plouf! Tout le contraire d'un conte de fées. Il me fallait me rendre à l'évidence. Je n'étais pas celui qui la sauverait de son monde, de la mort, des malédictions ou d'elle-même. Comme je n'avais pas réussi à sauver ma mère. Comme j'avais échoué à sauver ma maman. Comme j'échouais depuis toujours. Comme on n'échappe pas aux modalités qui sont les siennes. Si l'attitude de son fiancé ne l'avait pas horrifié, et au contraire l'avait attendri,
c'est que les jeux étaient faits. Rien n'allait plus. Noir impair et manque, et qu'ils soient heureux ensemble s'ils appelaient cela être heureux. Qu'ils soient faits l'un pour l'autre s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Je m'en fichais. Il me restait, au moins, cette dignité de m'en fiche et de refuser, là, tout de suite, à partir de maintenant, tant que j'en avais la force, de ramper toujours plus à ses pieds et de ramper le long de ses jambes merveilleuses, le long de son torse si chaud, de son cou qui semblait réclamer qu'on le serre à deux mains, tandis que je la prendrais à la turquoise, comme on disait joliment au Moyen Âge. Et jusqu'à ses lèvres. Oh, ses lèvres. Non. Il ne serait pas dit que je supplierais 1 heure de plus cette urtica urens, et je dis bien urtica urens, nom savant que j'ai mis un moment à trouver pour exprimer les sentiments qui me donnaient envie de me gratter jusqu'au sang à ce moment-là, et M comme ortie brûlante. Non, non, non et non. La vérité, intolérable vérité, venait d'éclater. Et il me restait encore la lucidité de comprendre que j'étais finalement drawing dead. Et que je l'avais toujours été, oui. J'avais eu beau tout essayer, même envisager de tuer pour elle, mon Dieu, même envisager de tuer pour elle, cela ne suffirait jamais. Il ne se passerait jamais rien entre elle et moi. Ce qui s'appelle jamais. Ce qui s'appelle rien. Puisqu'elle était capable de rester avec un type qui lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le quitter car ses parents l'aimaient trop. Quoi que je fasse, la roue ne tournerait à aucun moment en ma faveur. Elle ne le pouvait pas. Quoi, vous n'aimez pas jouer demandait Jane Greer à Robert Mitchum dans Out of the Past, la griffe du passé de Jacques Tourneur. À quoi Robert Mitchum répondait « Pas contre une roue ». Splendide Robert Mitchum. J'étais Robert Mitchum. Je voulais être Robert Mitchum. Quand bien même, à propos de M, je pourrais moi aussi dire qu'elle me manquerait plus que mes yeux me manqueraient. Tant pis. Il y avait quelque chose de contraire, d'hostile et de fatal. Quelque chose d'absolument pourri et de définitivement toxique dans cette histoire de M. Et j'y voyais plus clair soudain. Je voyais clair dans son obstination à me séduire pour mieux me repousser, comme une passion chez elle de me délabrer, comme un heureux préalable à son mariage, afin de convoler ensuite en justes noces, et par-dessus tout, je voyais clair dans mon jeu. Et il me fallait être à la hauteur de cette clairvoyance, et 3 jours plus tard, le temps de trouver mes mots, j'écrivais cette lettre. Je l'écrivis en pleurant intérieurement, dans la nuit du dimanche 27 novembre au lundi 28 novembre 2004, avec un sentiment de fin du monde, comme si je me disais à moi-même adieu, et à tout ce qui, entre images enfouies, lectures à fleur de peau et rêves enchantés, était d'un seul coup remonté à ma surface, comme ressuscité. Par M et grâce à elle, et c'est drôle, c'est à cette époque que, par référendum, les Français dirent non au traité constitutionnel européen, alors que la pression médiatique et politique était maximale pour que le oui l'emporte. Maintenant, j'étonnerais en disant que la cordillère des Andes doit être très belle à cette période de l'année. Je le dis hors de propos pour montrer que je suis libre. Je tiens à ma liberté par-dessus tout. C'est Émile Ajar qui parle, à la page 100 de Gros câlins. Pour ma part, j'étonnerais en disant qu'en 1985, je m'occupais d'enfants pour la caisse des écoles de Paris, et si tu veux en savoir plus sur ce petit intermède qui, dans la foulée de ce qui précède, une idée en appelant étrangement une autre, me permet de passer l'air de rien à un autre niveau individuel des choses, avant de me rendre compte que cela va encore rallonger mon récit qui n'en mérite pourtant pas tant, encore l'égarer, encore le noyer et l'envoyer dans les décors et... bref. Faisons bref.
Je me résous à envoyer ce petit intermède dans le cyberespace. Et si cela t'intéresse, de savoir comment se comporte une tripotée de gamins de 6 à 12 ans que l'on emmène voir un film de Godard, en l'occurrence Je vous salue Marie, et de tout ce qu'il est possible de déduire de leurs réactions comme de celles des adultes pour qui un film de Godard est interdit aux mineurs de façon tellement implicite qu'il n'est pas besoin de le préciser, sauf pour un taré dans mon genre, un pervers de mon espèce, un destructeur de la psyché des enfants, sache que tu peux te rendre à l'adresse habituelle www.ledossierm.fr/15. Tu y apprendras même à quel âge mental il faut avoir pour apprécier un film de Godard. Sache que, quoi que je dise, dans tous les cas de figure, cela reste toujours la même chose à dire sans pouvoir la dire, la disant cependant, qui n'est pas une chose, qui reste à dire, alors qu'en parler la fait reculer à mesure dans l'ombre, à mesure l'éloigne, jusqu'à la faire disparaître, me laissant inachevé, sensation épuisante, comme de passer un fil à travers le chat d'une aiguille, sans y parvenir, jamais, sacré minou, à bien y parvenir, ou bien y parvenir par inadvertance, par le plus complet hasard, au point de douter y être parvenu lorsque cela arrive, et se mettre alors à tirer sur le fil, le faisant sottement ressortir, tout à recommencer. Comment m'en sortir? Si là, maintenant, poussé par l'ennui de ressasser cette lamentable histoire de M dans toutes ses dimensions et par autre chose qui, en 10 lettres, pourrait commencer par D et finir par pression, je m'autorisais une petite sortie nocturne. Il est précisément 23h37 à l'horloge électronique qu'affiche, en bas et à droite, l'écran de mon ordinateur. Si, dis-je, comme le cheval ramène les yeux fermés son homme au bar où il a ses habitudes, je me retrouvais en moins de temps qu'il n'en faut pour prendre un taxi perché sur un haut tabouret à partager, posé sur le bar, une soucoupe de chips avec une jeune femme étrangement belle et seule, et tamisant nos imperfections, une douce lumière nous envelopperait alors dans une cape soyeuse, tandis que sa manière de poser de plus en plus souvent une main langoureuse dans ses cheveux m'apparaîtrait de très bon augure. Oui, dis-je, si je me retrouvais dans cette agréable situation, comme momentanément réfugié dans une oasis du temps, je ne doute pas que la conversation se mettrait à rouler sur Richard Wagner, parce que ce matin, j'ai entendu à la radio une émission sur Richard Wagner, et cette émission sur Richard Wagner, comment dire, je ne le dis pas, on s'en fiche. Je n'ai pas envie de sortir et de me rendre dans ce bar où j'ai mes habitudes et mes petites lignes de fuite et où, disons-le, j'ai finalement assez peu de chances de rencontrer une femme à la fois étrangement belle et étrangement seule. Et serait-ce malgré tout le cas, il faudrait en plus que cette femme étrangement belle et seule, loin de n'être qu'un poncif se renfrognant à ma vue, comme si j'étais l'abruti de service qui vient systématiquement l'importuner dès qu'elle se trouve dans un lieu public, il faudrait, dis-je, que cette femme, en plus de posséder certaines qualités morales à ma convenance, il faudrait, oui, qu'elle soit tout à fait charmée qu'un type s'installe à côté d'elle pour l'entretenir de la musique de Richard Wagner comme si elle n'attendait que quelqu'un comme moi pour l'entretenir de la musique de Richard Wagner, et je n'y crois pas. Pas du tout. Pas ce soir. Il y a des soirs où j'y crois, il y a des soirs où je ne doute de rien, et il y a même des soirs où la chance me sourit. Mais pas ce soir. Cela ne s'explique pas. Peut-être parce que j'ai appris ce matin, par un coup de fil éploré de mon père, que ma mère était morte dans la nuit, et c'est drôle. Non, ce n'est pas drôle. Ma mère, maman, elle est morte ce matin. Ce sont des choses qui arrivent. Une chose plutôt prévisible dans le cas de ma mère.
N'empêche, il s'en passe de drôles et de moins drôles dans le monde, tandis que je raconte mon histoire de M. La vie continue sur sa lancée, sans souci de moi. Comme disait l'autre, Gunther Anders, tout ce que j'écris date d'hier. Tout va si vite que le temps de dire est en fait l'imparfait, même si on écrit au présent. Ainsi, des attentats se produisent-ils maintenant ici et là, tout proches, bien meurtriers? Ce qui n'était pas le cas lorsque j'écrivais il s'appelait Julien, je peux dire son nom, etc. Le contexte a changé. Et je ne parle pas des dernières élections chez nous et ailleurs. Le contexte a complètement changé. Même si la courbe du chômage est toujours au plus haut, que des scandales politico-merdiques en veux-tu en voilà, le monde de JR as usual. Et puis, à chaque minute qui passe, 250 enfants naissent dans le monde, 170 millions d'emails sont envoyés, 360 éclairs frappent la Terre, le record de coups de foudre ayant, paraît-il, eu lieu en 2004. Une femme se fait massacrer tous les 3 jours par son soi-disant compagnon, sans parler de l'équipe de France de rugby qui creuse toujours plus sa tombe, et cela ne m'empêche pas de continuer d'écrire, si j'écris. Tandis que les habitants de Homs et Alep n'en finissent plus de se faire écrabouiller, je raconte mon histoire de M. Je ne me soucie que d'elle. Et par parenthèse, lorsqu'on se prend des bombes et du gaz sarin en pleine gueule, c'est sûr qu'on se préoccupe moins des choses qui me préoccupent. On n'a pas vraiment le temps, pas l'esprit à ça. Le présent prend toute la place. Oui, mais Ludwig Wittgenstein écrivit son Tractatus Philosophicus dans les tranchées de 14-18, sur le front allemand, entre 2 assauts. Parce que ce dont on ne peut parler, il faut le taire, ou comme une façon de ne rien devoir à l'horreur, surtout pas, hors de question. Auquel cas, voilà qui m'incite à écrire davantage, à ne pas dévier de ma ligne, aussi tortueuse soit-elle, à ne jamais. Sauf que là, tout de suite, je vais interrompre mon récit, si c'en est un.